Donc, on va passer à la présentation suivante, qui est la présentation de Camille Dumas, donc, qui est professeure à l'Institut national polytechnique de Toulouse et présidente du réseau Agriville. Elle va nous parler de l'agriculture urbaine vue du sol, et je pense un peu de la complexité de tout ce qui va être interaction entre gens et gestionnaires, hein, pour la mise en place de ces projets d'agriculture urbaine. Merci. Donc du coup, je vais vous faire, on en a parlé ce matin en fait, hein, de la complexité des sols. Donc du coup, j'avais fait une carte mentale, d'autant plus que voilà, moi je suis un peu entre plusieurs disciplines. Hein, au départ plutôt biogéochimie, donc sciences du sol. Ensuite plutôt sciences humaines et sociales, mais toujours un peu quand même sur les sols et les risques de pollution en particulier. Et là donc récemment, je viens d'intégrer donc DINAFOR, un laboratoire d'agroécologie des paysages. Et donc j'ai essayé de voir un peu comment mixer, faire converger un peu tout ça, justement pour faire avancer toujours un petit peu le côté de vie du sol, service écosystémique. Voilà, donc les mots-clés à DINAFOR, c'est vraiment le côté service écosystémique, agroécologie des paysages, et donc voir voilà, comment ça peut se développer petit à petit en milieu urbain. Voilà, alors bon, le contexte, je peux le passer. Hein, voilà, c'est vrai qu'on est dans un contexte voilà, avec des pressions croissantes, on en a parlé depuis ce matin, d'inégalité. Alors, c'est vrai qu'on a un peu moins été dans le vocabulaire justement des sciences humaines et sociales, et puis l'intervention ensuite aussi sera peut-être plus dans ce champ-là autour des aspects de justice. Voilà, là, c'était inégalité écologique, mais on pourrait parler aussi plutôt de justice voilà, environnementale, alimentaire, voilà, c'est des justices avec un S. Hein. Et les sols, comme on le dit depuis ce matin, vont avoir des rôles majeurs puisque c'est des interfaces et puis qui vont pouvoir rendre des services, en particulier au niveau de l'alimentation. Donc on avait rédigé il y a quelques années, là déjà en 2019, un ouvrage donc plutôt avec des collègues sociologues hein, sur les transitions écologiques dans différents secteurs, puisque dès qu'on parle aussi d'économie circulaire, c'est différents secteurs hein, qui sont mobilisés. Et donc voilà, les sols vont être là aussi hein, finalement pas le compartiment final, mais je veux dire entre des pratiques des pratiques agricoles, des pratiques industrielles, etc. L'écologisation de ces différents secteurs peut permettre effectivement d'améliorer la vie des sols, en particulier en zone urbaine, puisque comme on l'a dit aussi à plusieurs reprises, hein, ces zones urbaines, c'est les zones les plus peuplées. Là, par exemple, pour la France, aujourd'hui, on est déjà à 80% de personnes qui habitent en zone urbaine, alors que bon, à l'échelle de la planète, on est plutôt dans des 55, et les projections vont toutes dans le même sens hein, de l'intensification. Ce qui est, après, ça peut être aussi une bonne nouvelle dans un sens, puisque quand on est avec des populations, en tout cas en France, la réglementation fait qu'on est obligé d'avoir des pratiques agroécologiques. Voilà. Donc ça peut pousser de toute façon aussi vers des pratiques plus bénéfiques, on va dire, à la vie des sols, à la durabilité. Alors là, j'ai pris un petit schéma donc justement de DINAFOR autour des infrastructures agroécologiques, puisque finalement ces IAE, on en parle plus en zone rurale actuellement, mais ça peut tout à fait se développer petit à petit. Alors il y a déjà hein, des choses, mais c'est vrai qu'y aller beaucoup plus franchement sur ces aménagements, donc souvent les trams aussi c'est connu, mais on peut aller beaucoup plus loin sur la connaissance justement des cycles écologiques à la fois des plantes, des organismes, des autres organismes vivants pour créer des synergies et avoir finalement les cycles. Par exemple, hein, en anecdote, j'ai mon époux qui fait pas mal les abeilles en ville et depuis qu'il s'est mis à l'apiculture, c'est vrai qu'il est tout le temps, dès qu'on va se promener, il regarde toutes les plantes, enfin il est à fond par rapport à la vision des abeilles, qu'est-ce qu'elles vont trouver comme aliment autour de chez nous. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que grâce au projet d'agriculture urbaine, les sols sont vraiment mis en visibilité. Voilà, donc ça, c'est un peu la vision aussi des sociologues, hein, c'est-à-dire vraiment d'avoir dans le quotidien des gens, finalement, ce compartiment qu'on voyait moins, le côté aussi de production alimentaire. Et donc, on va voir les jardiniers, les citoyens, les aménageurs, qui vont être beaucoup plus dans cette notion de soin, en fait, hein, donc on dit aussi le care,
Et finalement, il y a vraiment ce lien aussi santé-environnement, puisque prendre soin du sol, et ben voilà, on se rend compte que c'est prendre soin de la santé en général. Donc la promotion des services écosystémiques, avec aussi comment faire des aménagements de nature en ville. Hein. Là, j'étais en même temps tout à l'heure dans une petite réunion du comité scientifique de la nature en ville à Toulouse, où justement, ils lancent beaucoup de concertation des citoyens autour de projets, et en particulier donc la nature en ville qui vient en numéro 1 de projets pour les citoyens, voilà, pour un bien-être en ville. Et là, le côté multifonction, c'est un des critères évidemment importants de voir que tel aménagement va servir à la fois de la mobilité douce et à de la biodiversité, à des paysages, etc. Voilà, donc le côté aussi biodiversité qui est complètement lié à de l'hétérogénéité. Donc, on va favoriser, que ce soit en ville ou plus largement, la diversité des cultures, des aménagements. Donc, pour mettre en place, développer ces infrastructures agroécologiques. On en a parlé aussi dans d'autres exposés, des matières organiques adaptées. Donc, ça, c'est pas si évident que ça à mettre en place, mais c'est grâce au croisement justement des compétences, on va dire, des recherches scientifiques, mais également de tout ce qui est aussi compétences dans les collectivités, les besoins au niveau des villes, de voir comment vraiment créer ces filières et adapter en termes de est-ce que c'est plutôt de la lutte contre de l'érosion, par exemple, voilà, comme il y a un exemple tout à l'heure de la zone des 15 sols à Blagnac, ou est-ce qu'on est plutôt dans voilà, le côté un peu éliciteur de la matière organique, de booster les micro-organismes. Et ça, il y a encore du travail, je veux dire, pour réussir à vraiment faire bénéficier des compétences scientifiques sur le terrain, les aménageurs, etc. Voilà. Alors après, bien sûr, réduire les intrants écotoxiques, donc ça se fait de plus en plus dans les villes, puisqu'on disait, voilà, la loi Labbé, qui en 2022, même sur les infrastructures, les terrains de foot, etc. Alors il y aura toujours des petites comment dire, possibilités de dérogation. Voilà, si à la Coupe du Monde de foot, on va peut-être pas leur laisser voilà, des plantes qui poussent, mais voilà, c'est vrai que ça se renforce, et ça aussi, ça met vraiment en visibilité les éventuels effets négatifs sur la santé des produits phytosanitaires et des produits même en général, des substances chimiques en général. Donc ça a vraiment un rôle aussi pédagogique, ces projets d'agriculture urbaine et de réduction de l'usage des phytos, que ce soit dans les jardins des particuliers, les jardins collectifs et tout ce qui est GEVI, donc jardin, espace vert et infrastructure. Et de créer aussi des complémentarités entre ces différents dispositifs, puisque actuellement, dans les trames vertes, bleues, voilà, on en a parlé à plusieurs reprises, on n'a pas forcément des fois des sites d'industriels, par exemple, qui par le biais de la responsabilité sociétale d'entreprise, pourraient aussi participer beaucoup plus aux trames et seraient aussi mis en visibilité par rapport aux efforts agroécologiques qu'ils peuvent produire. Voilà, donc c'est vraiment ce côté toujours de valoriser des efforts qui vont dans le bon sens, on va dire dans le sens de la santé globale. Et voilà, donc ça, petit à petit, ça se met en place. Et en tout cas, l'agriculture urbaine, c'est vrai, y participe. Du coup, ça, je pense que je peux passer. On en a parlé, voilà, les services écosystémiques aussi, on en a parlé pas mal depuis ce matin. Alors, après, voilà, c'est réussir dans le quotidien de la ville, et voilà, et pas uniquement peut-être dans ces zones urbaines où ça existait déjà, mais le développer davantage de toute façon dans toutes les zones, et mobiliser ces connaissances théoriques de l'agroécologie des paysages aussi. Donc là, par exemple, voilà, des arbres isolés. Donc, en fait, j'avais vu les chiffres, c'est toujours après comment dimensionner. Donc, un arbre isolé, c'est 200 mètres, mais sinon, il participe beaucoup plus aux trames. C'est aussi tout ce qui est micro-habitat. Alors après, je ne suis pas du tout une spécialiste. Il y en a à Dinafort de ces micro-habitats avec des zones qui peuvent être comparables à du terreau. Par exemple, quand on a l'interface, donc toujours les interfaces qui vont être très, très dynamiques. Donc l'interface entre la cavité, on va dire, les racines, mais également le sol, on peut avoir des phénomènes voilà, comme du terreau. Et donc là, ici, vous avez donc par rapport aux matières organiques, qui sont donc un compartiment très important en ville, mais enfin en ville et comme aussi dans les autres zones, mais sauf que effectivement, en zone urbaine, ce qui est intéressant, c'est qu'on va aussi bénéficier de ces aspects de gestion des déchets organiques pour pouvoir les réinjecter dans des zones agricoles, avec le fait que le vocabulaire évolue, puisqu'avant on avait les zones non agricoles.
Donc tout ce qui était jardin, espace vert, infrastructure, c'était classé zone non agricole, et maintenant ça devient des zones agricoles, donc pour lesquelles on peut faire beaucoup plus d'agroécologie. Et c'est intéressant aussi donc voilà que l'INRAE soit passé INRAE, parce que ça permet là aussi d'être beaucoup plus dans une approche intégrée. Et là, j'avais fait il y a quelques années donc une synthèse justement de différents vocabulaires qu'on utilise un peu les uns les autres par rapport à la matière organique, donc des aspects de stabilité, des matières organiques qui vont être donc plus ou moins stables, très stables, donc voilà plutôt du black carbone, on va dire, des biochars, voilà, plutôt faiblement, on va dire, biodégradables, et qui vont rester longtemps dans les sols et avoir plutôt des rôles autour de la stabilité des agrégats, autour aussi de phénomènes d'absorption, des choses comme ça. Alors que si on a des matières organiques donc beaucoup plus labiles, avec des méthodes qui permettent de séparer justement des compartiments, ces deux types de compartiments, on va avoir ces effets, par exemple, d'éliciteurs dont on a parlé ce matin, avec la réinjection aussi d'exudats racinaires qui vont booster les micro-organismes des sols. Voilà, et donc il y a quelques années, j'avais fait un peu cette synthèse, parce que finalement, on va souvent voilà, utiliser soit du vocabulaire différent, et soit pas forcément penser à regarder un petit peu de façon globale ces différents types de matières organiques, et ça renfonce un petit peu le clou par rapport à tout à l'heure ce que je disais d'organiser des filières dans les villes par rapport aux usages des matières organiques. Parce que c'est impossible, je veux dire, pour un jardinier ou un agriculteur d'arriver à vraiment trouver les bons produits encore actuellement. Et donc ça permet vraiment aussi une action pragmatique, on va dire, voilà, efficace en termes de durabilité. Voilà, donc les recherches sur les matières organiques qu'on fait depuis longtemps, donc mais en lien un peu plus voilà, avec les pratiques, les filières, voilà, ces aspects de qualité, de quantité, de compartimentation aussi, en particulier quand il y a des pollutions historiques avec du cuivre ou d'autres métaux dans les zones urbaines en particulier. Voilà. Et donc après, des outils dont parleraient beaucoup mieux d'autres collègues, voilà, qui existent déjà, d'analyse physico-chimique classique, granulométrie, voilà, aspect, analyse chimique, la cinétique des phénomènes, ça c'est un peu plus complexe déjà, mais évidemment complété par tout ce qui est critères de vie des sols, dont on a parlé aussi, et qui est plus complexe à mettre en place, mais petit à petit commence à rentrer aussi et comment dire, devenir plus opérationnel aussi sur le terrain. Alors là, vous avez un exemple, alors c'est un peu comment dire, il y a beaucoup d'informations, donc c'est juste pour vous citer, voilà la zone, un dispositif de zone agricole protégée, de ZAP, qui voilà, c'est tout frais, là ça y est, là ils sont arrivés au bout de plusieurs années de travail, on va dire. Bon, il y avait le Covid aussi au milieu, donc c'est la mairie de Blagnac qui a sur une zone agricole de plusieurs hectares, qui est vraiment en ville, la zone agricole des 15 sols, qui s'est petit à petit transformée, donc avec des nouveaux agriculteurs, donc qui sont vraiment en agriculture biologique, pour répondre en fait à la demande de local et de bio. Et dans cette zone-là, donc qui est classée zone agricole protégée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire voilà, de l'acrobranche ou d'autres activités en laissant les sols, c'est vraiment de la production alimentaire, et avec en plus voilà, des pratiques agroécologiques, puisque c'est une zone qui accueille régulièrement aussi les personnes de Blagnac qui viennent pourrir, il y a des jardins collectifs. Voilà, donc c'est une zone un peu multifonction, à la fois récréative, de production alimentaire, avec des jardins aussi collectifs, de l'accueil des enfants aussi, des maternelles depuis une dizaine d'années, donc toutes les maternelles qui viennent faire du jardinage dans cette zone-là également. Voilà. Et donc ce dispositif permet vraiment aussi de garder en zone urbaine de la production alimentaire. Au niveau du temps, tu me... Voilà. Alors, les jardins collectifs urbains, on en a aussi un petit peu parlé. Donc moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est ce côté un petit peu MOOC vivant,
c'est-à-dire voilà, dispositifs d'éducation à l'environnement, de mise en visibilité, d'accueil aussi, puisque ces jardins, quand c'est des jardins partagés, par exemple, enfin, la plupart des jardins qui sont vraiment aussi mis à disposition, gérés par les villes, c'est des dispositifs où n'importe quelle personne, même si elle n'a pas de parcelle, peut venir se promener. Alors, ne va pas pouvoir rentrer dans les parcelles voilà, qui sont jardinées, mais va pouvoir vraiment voir voilà, les plantes, va pouvoir discuter, va pouvoir récupérer. Des fois aussi, les jardiniers peuvent offrir des légumes. Donc, c'est là vraiment le côté très intéressant, en plus de la production alimentaire, de la biodiversité. C'est vraiment un accompagnement efficace au changement de pratique, voilà, une alimentation plus durable. Et voilà, donc pour citer, on avait effectivement un gros projet qui s'est terminé à peu près en 2018 d'ANR Ville Durable, qui impliquait voilà, beaucoup de villes différentes, donc qui balayaient finalement un petit peu l'échelle nationale, et qui était à la fois, en fait, qui impliquait à la fois des chercheurs, des jardiniers, des élus, et qui a permis en fait de faire bouger les lignes, hein, puisque par exemple à Toulouse, alors qu'il n'y avait pas d'obligation réglementaire, la mairie, en fait, suite à ce projet, a réalisé systématiquement des analyses de sol et des analyses donc à la fois agronomiques et puis de pollution dans ces sites. Alors, j'ai mis aussi le logo du réseau Agriville, puisque donc c'est une plateforme qu'on a fondée en 2015 qui permet d'avoir de la co-construction de ressources pédagogiques sur l'agriculture urbaine, alors à la fois avec des étudiants, voilà, des experts profanes, on va dire, de ces sujets. Je cite aussi Ecophyto 2+, puisque c'est vrai que sur la plateforme Ecophyto Pic, pardon, vous avez beaucoup de ressources aussi autour des sols, des pratiques agroécologiques. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment des projets qui vont aussi impliquer différentes parties prenantes, donc des agriculteurs, voilà, des chercheurs, ça peut être aussi de la grande distribution. Donc c'est vraiment dans une démarche de comment favoriser vraiment des transitions écologiques, puisqu'on sait que voilà, c'est pas évident de juste faire bouger avec un acteur, mais qu'il faut impliquer l'ensemble des participants, et d'où l'intérêt aussi de ces jardins collectifs urbains, voilà, je disais des laboratoires agroécologiques, puisque ça va impliquer un grand nombre de personnes et ça va mettre en visibilité les pratiques. Voilà, alors avec voilà, des dispositifs simples aussi qu'on peut mettre en place, de par exemple quantification des récoltes, qui vont avoir une importance à la fois pour voir les services liés à l'alimentation, mais également s'il y a des risques de pollution. Voilà, ça va permettre de faire tourner après des évaluations quantitatives de risques sanitaires, puisqu'on aura des quantités produites, voilà, des tests simples comme le test du boudin ou les tests de biodégradation. Voilà, quand on met un morceau de coton bio, alors on sait que c'est plutôt une comparaison entre différents sites qu'on fait. Hein, voilà, et également de plus en plus d'analyses de végétaux qui se font avec des outils comme la base de données BAPET et BAPOP, là, qui est en train d'être réactualisée. Donc, il y a une base de données voilà, qui est financée par l'ADEME. Alors, au départ, il y avait l'ADEME, INERIS, et puis donc c'est l'ADEME qui a vraiment continué ce projet avec Franck Marot, dans lequel sont impliqués les laboratoires à Nancy, à Lille, et donc Toulouse aussi pour ce projet. Là, donc, on est en train de voir comment réactualiser cette base de données et comment également la faire plus connaître, plus de communication auprès du grand public pour que ça puisse vraiment être utilisé aussi, ces données de concentration en métaux, en polluants organiques dans les plantes potagères plus largement, voilà, que ça soit des outils qui soient mieux connus du grand public aussi. Bon, là, je vais passer. Voilà, il y avait eu tout un travail sur l'arsenic dans les jardins. Alors voilà. Après, au niveau de la bioturbation, l'influence entre la bioturbation des vers de terre et les services écosystémiques, donc en zone urbaine mais plus largement, mais c'est vrai qu'en zone urbaine, on a besoin d'avoir cette porosité pour éviter d'avoir du ruissellement, voilà, peut-être encore plus que dans d'autres zones. Donc là, on s'était placé dans des conditions un peu drastiques, hein, un peu extrêmes, des travaux qu'on fait avec Yvan Capovias, hein, qui est vraiment le spécialiste de vers de terre. Hein, voilà. Bon, je ne suis pas le spécialiste du ver de terre. J'ai beaucoup travaillé aussi avec les vers de terre, mais c'était vraiment voilà, Yvan Capovies de l'INRAE de Avignon qui était le spécialiste pour ce projet-là. Et donc, on était dans le cadre d'une pollution industrielle aux métaux, donc avec un gradient, voilà, on va dire qu'on y allait franco, avec vraiment des sols qui pouvaient être très pollués ou pas du tout quand on s'éloignait de l'usine. Hein, donc, on avait vraiment ce gradient pour voir quel était finalement l'impact de cette pollution
sur la bioturbation des vers de terre, la densité des vers de terre, l'activité donc à la fois de bioturbation, d'enfouissement, sur de la phytodisponibilité des minéraux, puisqu'on avait à la fois des manips sur le terrain et en conditions contrôlées dans des mésocosmes. Donc là, je vais aller assez vite, hein, donc avec différents outils aussi pour avoir la spéciation des métaux. Mais voilà, en tout cas, ce qui est intéressant et qui peut être donc complètement aussi contextualisé par rapport aux zones urbaines, c'est l'impact significatif de ces pollutions par rapport à la capacité d'enfouissement de matière organique de ces organismes vivants. Voilà, donc qu'on a pu vraiment démontrer et qui pourrait donc après, il faudrait voir après des manips avec des concentrations plus faibles, hein, puisque là on pouvait aller jusqu'à plusieurs milliers de milligrammes de plomb par kilogramme de sol, hein, par exemple, mais également voilà, qui pourrait aussi s'appliquer, mais avec voilà, peut-être plus de difficultés à observer les phénomènes avec des pesticides. Donc l'activité de bioturbation, elle était abordée aussi par rapport à donc les galeries, hein, donc par rapport à des scanners. Donc là, à gauche, vous avez peu de galeries. Je ne sais pas si je peux utiliser le pointeur. Voilà, vous avez peu de galeries puisque là, on est très proche de l'usine, donc dans une zone très polluée. Et ici, donc, on voit qu'on a beaucoup plus de galeries. Et on a pu donc aussi ces échantillons regarder l'infiltration de l'eau, donc avec des tests Birkan, donc de vitesse d'infiltration de l'eau. Et donc, on a une corrélation directe voilà, entre les densités de vers de terre, les aspects de bioturbation et des aspects d'infiltration. Donc, voilà, ce service écosystémique d'infiltration. Voilà, donc en conclusion, donc moi je pense aujourd'hui que c'est vraiment techniquement possible d'optimiser les services écosystémiques des sols, donc en ville, mais même plus largement, la durabilité de ces zones agricoles à l'échelle globale. On a des atouts, hein, puisque voilà, on voit depuis ce matin qu'il y a quand même beaucoup de connaissances scientifiques, beaucoup d'envie aussi maintenant de plus en plus de populations à participer, à préserver le vivant, des lois qui se renforcent aussi, même si, enfin des règlements qui se renforcent, même si c'est jamais assez. Mais il faut voir que, enfin, même si c'est voilà, pas toujours aussi opérationnel qu'on voudrait ou que ça implique, ça intègre pas toujours les dernières connaissances scientifiques du moment, parce que voilà, il y a aussi des aspects de coût, etc. Mais voilà, c'est vrai qu'en France, on a quand même cette loi Labbé, voilà, la loi des ICPE, enfin le règlement des ICPE. Au niveau européen, REACH aussi a permis de quand même montrer aussi les aspects, voilà, qu'il fallait quand même être raisonnable avec l'utilisation des substances chimiques. L'appel aussi, donc je vous engage à regarder aussi par rapport à Ecophyto de plus, même si c'est focalisé sur les pesticides, il y a des appels parties prenantes, donc justement pour vraiment mettre le focus sur le fait que pour les transitions écologiques, c'est important de mettre tout le monde autour de la table, et aussi santé globale, donc d'avoir à la fois des vétérinaires, voilà, la santé à la fois humaine, animale, végétale, parce qu'on sait très bien que les substances qu'on met dans l'environnement, voilà, on les retrouve, et que donc si on veut faire de l'économie circulaire et avoir des villes de toute façon plus durables, ben, il faut faire de l'éco-conception. Voilà, donc organiser des compartiments, habitat, paysage, hein, puisque je vous disais agroécologie des paysages, favorable à la vie du sol et plus largement, hein, pas les animaux des sols, hein, voilà, en lien avec les caractéristiques à la fois physico-chimiques, biologiques, les services écosystémiques, toujours aussi en se posant ces questions voilà, d'usage, d'aménagement, puisque si on veut faire un parking, voilà, qu'on a vraiment besoin d'un parking, bah, peut-être voilà, du coup on pourra utiliser le sol qui est déjà un peu pollué plutôt que le mettre. Enfin, ça paraît logique, hein, mais ça n'a pas toujours été fait jusqu'à présent. Donc si on pouvait vraiment le faire, ça serait aussi un bon pas. Voilà. Et donc là, je crois vraiment aujourd'hui à ce travail en réseau, hein. D'ailleurs, on voit qu'on a vraiment là aussi, hein, depuis ce matin, qu'on a vraiment différentes compétences, différentes approches, et que ça permet d'avoir une caisse à outils pour être vraiment efficace. Donc ces aspects de co-construction, inter ou transdisciplinarité, et le continuum aussi, hein, donc moi je suis enseignant-chercheur, entre les aspects de recherche, formation, et d'aller plus aussi vers la société pour qu'elle aille aussi plus vers nous aussi, hein, de toute façon. Donc c'est vraiment un continuum. Donc, je crois que... Hop. Voilà, je finis là-dessus. Merci. Merci. Alors, on est limite au niveau du temps, mais on a quand même du temps pour quelques questions. Pas de questions? Une question. Pour cette présentation. Alors, travaillant aussi en agriculture urbaine, je vais me faire l'avocat du diable, hein. C'est quoi l'intérêt de l'agriculture urbaine?
Alors, on en a parlé plusieurs fois. Voilà, il y a le côté quand même bien-être, parce que c'est sûr que, enfin, il y a de toute façon, il y a plein de services. C'est-à-dire, on peut avoir la qualité de l'air qui est influencée par le captage par les végétaux, le côté recyclage. Enfin, je pourrais faire la liste, mais bon, ça c'est assez connu. Mais je pense que quand même, il y a vraiment ce côté de bien-être aussi au quotidien des populations, puisque ben voilà, il y a cette densité de population. Et d'ailleurs, j'entendais encore récemment, bon, ben, c'est pour lutter contre le changement climatique. Les propositions, de toute façon, c'est d'avoir des habitats plus, voilà, plus collectifs, etc. Donc, de toute façon, on a intérêt à développer plus aussi des espaces, voilà ce qu'on disait GEVI, jardin, espace vert, infrastructure, de connecter aussi tout ça et d'avoir des pratiques agroécologiques. Voilà, je ne sais pas si je réponds complètement. Et puis, il y a quand même vraiment la portée pédagogique. Alors après, c'est parce que je suis enseignante, peut-être que ça me paraît super l'éducation, mais voilà, je pense que réellement voilà, quand on connaît mieux, de toute façon, quand on connaît mieux, on respecte mieux. Et donc, l'agriculture urbaine, elle met aussi quand même vraiment en valeur la production, les sols. Voilà, et donc, ça donne, je pense, après une montée en compétence de l'espace public sur, sur ces sujets. Et aussi des citoyens qui sont mieux formés pour participer de façon voilà, argumentée, etc., à des débats autour de l'écologie. J'ai une question, c'est sur l'agriculture urbaine. On a mis beaucoup l'accent aujourd'hui sur le côté biodiversité, et vous nous parlez beaucoup de pollution. C'est des sols urbains qui ont différentes origines, qui peuvent avoir été aussi pollués par des activités historiques. Est-ce qu'il y a une connaissance de tous ces espaces? Est-ce qu'il y a une mesure de pollution sur tous ces espaces? Ou est-ce qu'il y a un besoin de référencer ces niveaux de pollution sur des espaces qui sont cultivés avec des produits consommés et dont on ne sait pas qu'ils sont pollués actuellement? Alors, moi, je suis un peu biais. Enfin, voilà, il y a le côté biais aussi, puisque moi, à la base, effectivement, j'étais plus à travailler sur les interactions matière organique métaux. Donc, spontanément, je vais quand même parler de ça. Mais en Occitanie, par exemple, on a beaucoup moins, et tant mieux, je veux dire, là, on a beaucoup moins de pollution. Alors, par principe, moi, j'ai tendance à souvent voilà, proposer dans des projets, par exemple, là, le projet Prodistribio, là, voilà, où on voit les choux un peu violets. C'est une vraie photo en fait, mais c'est vrai que ça fait un peu artistique. Ou les courges là qui sont à fenouiller. Voilà, j'ai tendance à quand même systématiquement dire faisons quand même par principe de précaution une petite analyse de plomb, de cadmium, ça coûte pas très cher pour être sûr. Mais pas après voilà pas les polluants organiques quand il n'y a pas de raison, mais il y a le côté historique. Si le site n'a pas de voilà que l'historique qui est connu grâce à justement aussi toutes ces bases de données développées par l'ADEME aussi depuis quelques années, le BRGM, voilà, Basol, Basias, mais également la réglementation sur les CIS. Alors je dirais qu'en France, on a quand même de mieux en mieux, je veux dire, ce côté de traçabilité et de savoir voilà, où il y a eu des activités polluantes. Donc ça, c'est le premier. Moi, dans plein de projets comme ça, je dis aux gens, avant de faire des analyses, commencez déjà à vraiment faire ce côté historique, savoir ce qu'on a, pour faire aussi des projets un peu participatifs sur ces questions de pollution qui des fois inquiètent les populations. Là aussi, je dis souvent, on peut faire une petite manip pour montrer les étapes, mais une fois qu'on aura fait cette manip, on va aussi remobiliser toutes les données qui existent déjà. Par exemple, dans la vallée de l'Orbiel, proche de la mine de Salsigne, voilà, il y a beaucoup, c'est pas mal dans l'actualité, mais il y a déjà énormément de données. Et donc moi, je dis voilà, aux citoyens, aux jardiniers, si vous voulez, on va déjà essayer de comprendre les données et voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Voilà, mais en tout cas, pour répondre de façon simple, oui, je pense qu'il y a quand même, en France aujourd'hui, il y a quand même peut-être à 80, enfin je ne sais pas, peut-être Isabelle, tu compléteras, mais je pense qu'il y a quand même une bonne couverture de connaissances des activités polluantes. Heureusement, il n'y a pas systématiquement des pollutions, mais c'est vrai que dans les grandes villes anciennes, Paris, Bordeaux, tout ça, si on fait une carte avec Basol, on voit plein de points parce que voilà, il y avait quand même des activités, soit avec des métaux persistants, soit voilà. Mais je sais pas si j'ai répondu, parce que c'est vrai que c'est une question où on peut vite répondre. Une dernière question. Non, c'était plutôt un commentaire par rapport à ce que tu viens de dire. Moi, j'ai travaillé dans des sites, des sites à production agricole urbain. Et en fait, parfois, on a des vraies grosses surprises, quoi. Moi, j'aurais tendance à dire plutôt qu'il faut quand même relativement systématiser des analyses quand on a de la production agricole alimentaire, au moins en prévention, quoi. Je suis d'accord avec ce que je dis. Voilà, je leur dis systématiquement principe de précaution. Et là, en fait, on a justement en discutant dans le cadre d'une formation à Chaumont-sur-Loire sur
la qualité des sols. En fait, on a inventé un peu collectivement un petit protocole avec de la moutarde, voilà, où on va sur des, parce que ça permet en fait d'avoir même des hectares, en fait, je veux dire, de faire pousser de la moutarde, qui est une plante engrais vert en plus, et ensuite d'analyser pour être un peu sûr, voilà, ce côté principe de précaution, même si on n'a aucun élément, voilà, pour pouvoir quand même vérifier. Non, mais je suis assez d'accord qu'on peut quand même vérifier. Merci pour cette Plaisir. présentation. Merci. Cette conférence est extraite de la journée « Le génie écologique au service du sol » organisée par Technique de l'ingénieur à l'occasion de la sortie de la nouvelle offre « Génie écologique ». Merci de l'avoir suivi et à bientôt sur notre site.